Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Pour que les mères imposent un devoir de visite au père de leur enfant dont elles sont séparées, c'est le débat ouvert par le président de la République et les avis sur le sujet divergent. On en parle avec nos invités. Professeur de lettres classiques et star des réseaux sociaux, c'est le pari réussi par notre invité qui publie un dictionnaire des amoureux de la langue française. On en parle avec elle dans la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique, Guillaume Bian vous fera la lumière sur le phénomène des Tanguy, ces jeunes adultes qui restent vivre chez leurs parents. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Pour commencer, direction la Nouvelle-Calédonie. L'archipel fait face depuis une semaine à de violentes émeutes. La situation reste très tendue. Conséquence, le système scolaire est totalement à l'arrêt. 63 500 élèves du premier et second degré sont concernés. Certains en internat n'ont même pas pu regagner d'ailleurs leur domicile. Collèges et lycées publics et privés vont donc rester fermés jusqu'à vendredi. Pour ce qui est des écoles primaires, ce sont les communes et les provinces qui vont communiquer directement sur les modalités de fonctionnement aux familles. Sachez que selon un premier communiqué, les cours ne vont pas reprendre tant que la sécurité n'est pas assurée. Toutefois, les professeurs tentent de garder un lien avec certains élèves. Dans les colonnes du Parisien, une enseignante témoigne. Je leur propose des QCM de réaliser des infographies en ligne. Une minorité d'entre eux répondent. Pour certains, il y a un vrai problème d'accès à Internet et la priorité aussi des familles, c'est de trouver de quoi manger et de passer les prochaines 24 heures. Certaines familles tentent toutefois de garder là aussi un rythme. C'est le cas de Mélanie, elle est mère d'un adolescent en 5e. On va en effet mettre en place un petit créneau le matin pour faire des petites dictées et que l'enfant se réhabitue aussi à mettre un réveil, à travailler. Il faut retrouver un rythme malgré tout. Propos recueillis par nos confrères de RMC, un reportage de Martin Cadoré sur le terrain. Les infrastructures ont souffert avec les affrontements à Nouméa par exemple. Plusieurs bâtiments comme des collèges et lycées ont donc été incendiés, voire vandalisés. Toujours sur le sujet des violences, 2 adolescents qui évoquaient des projets d'attaque coordonnés ont été mis en examen. Âgés de 15 et de 18 ans, ils échangeaient sur les réseaux sociaux déjà depuis plusieurs semaines. Ils ont donc été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes, donc annonce le parquet national antiterroriste, originaire de la région Grand Est pour l'un, de la région Occitanie pour l'autre. Ces 2 jeunes étaient manifestement acquis à l'idéologie djihadiste. Les jeunes hommes de 18 ans a été placé en détention provisoire, tandis que celui de 15 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Des investigations sont toujours en cours. Après les émeutes au début de l'été dernier, c'était l'une des mesures du gouvernement pour reconquérir ce fameux mois de juin. Alors 2 semaines de stage obligatoire pour les élèves de seconde, mais pour l'heure, pas assez d'offres et trop de demandes. Et nous sommes à un mois des échéances justement et de très nombreux adolescents restent sur le carreau. Oui, les entreprises ne peuvent pas toutes les accueillir et les enseignants n'ont pas le temps de les encadrer. Les syndicats dénoncent donc une fausse bonne idée. Depuis l'ouverture de la plateforme du gouvernement, Un jeune, une solution, il y a donc seulement 40 000 entreprises qui ont publié une offre, mais selon nos confrères de RMC, il en faudrait 14 fois plus pour accueillir tous les élèves de seconde. Du côté des organisations patronales, on se veut rassurant, ils disent notamment tout faire pour motiver les adhérents à accueillir des stagiaires. Le site de chat en ligne Coco se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une affaire de guet-apens. Ça s'est passé mardi dernier. 9 jeunes ont été interpellés à leur domicile. Ils sont tous mineurs et originaires de Montreuil en région parisienne. Des adolescents soupçonnés d'avoir agressé et volé 8 internautes entre le début du mois d'octobre 2023 et le 10 avril dernier. Cachés derrière de faux profils d'escort girls, les adolescents donnaient rendez-vous à leur proie à des adresses d'hôtels ou d'appartements. Des victimes qui pour la plupart étaient des quadras, des quinquagénaires. Ils étaient agressés violemment avant même d'arriver sur ce lieu de rendez-vous. Certains d'entre eux se sont vus prescrire d'ailleurs jusqu'à 5 jours d'incapacité totale de travail. Ces agresseurs les dépouillaient, les bijoux, l'argent ou encore les cartes bleues des adolescents qui ont donc été présentés à un juge des enfants. Certains ont été placés sous contrôle judiciaire, d'autres font l'objet d'une mesure éducative. Un vent nouveau souffle sur le cinéma en cette période de Festival de Cannes. Dès cet été, bien sur les plateaux de tournage de films, il devrait
devra y avoir la présence obligatoire d'un référent pour les enfants acteurs. Et c'est la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui en a fait l'annonce. Celle qui était présente justement à Cannes pour ce festival. Elle précise également qu'il s'agira là d'une condition pour toucher les aides publiques du Centre national du cinéma. Une mesure acceptée en avril dernier par l'ensemble des professionnels du secteur. Et face au Sénat, l'actrice Judith Godrèche, qui avait accusé les cinéastes Jacques Doyon et Benoît Jacquot de viol à l'époque où elle était adolescente, avait appelé à chambouler le système, notamment en imposant un référent formé, indépendant, pour qu'un enfant ne soit jamais laissé seul sur un plateau. Écoutez sa réaction depuis Cannes de l'actrice donc Judith Godrèche, c'était au micro de France Info. Les associations bossent sur une charte encadrement enfant depuis longtemps et de manière officielle. La ministre devrait être au courant et ces associations sont un peu étonnées de ne pas avoir été consultées. Je suis en contact avec nombreuses associations, dont le 50-50 et plein d'autres. Il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en œuvre et de conversations à avoir. Ce référent, est-ce qu'il est formé? Quelle formation? Etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des conversations qui prennent du temps. J'aimerais bien savoir, en fait, avec qui elle en a discuté et puis surtout on espère que c'est pas opportuniste et que ça n'est pas une annonce qui est faite pour calmer les esprits suite aux manifestations contre Dominique Boutonnat. Et la commission d'enquête d'ailleurs de l'Assemblée nationale va débuter ses auditions mercredi avec la remise d'un rapport à ce sujet qui sera rendu au mois de novembre. Chaque année, il y a quand même 4000 mineurs qui travaillent sur les plateaux de cinéma. Pour terminer, retour sur la 10e édition du prix Éveil. C'est un concours qui récompense les collégiens, lycéens et autres apprentis, qu'ils soient d'ailleurs en métropole, en France, ou encore en Outre-mer. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier. C'était au Sénat. Étaient présents plus d'une centaine d'élèves et de professeurs. C'est un reportage de Mehdi Eskaifi. Ils étaient une centaine à la cérémonie de remise des prix ce vendredi au Sénat. Des élèves de collège et lycée, avec leurs professeurs venus des 4 coins de la France et d'outre-mer. Ils ont été récompensés du prix Éveil. Pour la 10e édition, l'association, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO, organisait son concours vidéo annuel. Au menu cette année, la thématique du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Pour les participants, 3 règles étaient imposées. Respecter le thème, livrer une vidéo de 4 minutes maximum et utiliser des musiques libres de droit. Collégiens, lycéens, apprentis, ils ont tous eu un message à faire passer. Et comme Kylian, ils ont été primés pour leur vidéo. Donc cette vidéo, on l'a réalisée sur 3 mois avec la réalisation d'un petit oiseau et tout basé sur un petit oiseau. Puis on a voulu montrer la liberté d'expression et d'opinion en France parmi tout un sujet vraiment énorme aujourd'hui. Donc on a utilisé un drone, on a utilisé une danseuse et puis on a montré nos montagnes avec notre lac d'Annecy. Donc aujourd'hui, on a gagné, on est super contents. On voulait créer du coup un gouvernement où on n'avait plus de parole ça et on voulait montrer qu'on pouvait se battre pour gagner nos libertés d'expression et d'opinion. Sans beaucoup en dire, on peut être libre et penser ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, être libre et avoir nos propres pensées, quoi. La liberté d'expression et d'opinion, un sujet auquel les enfants et adolescents sont confrontés chaque jour. Les organisateurs de ce concours avouent avoir été surpris par les réalisations cette année. Avec leurs vidéos, il y a beaucoup de leur émotion qui passe, de leur sentiment par rapport à cette liberté d'expression, comment ils se l'approprient, comment ils s'en emparent, comment ils veulent la défendre. Et on a vu cet après-midi des réalisations formidables et j'en suis encore tout ému. Ils sont très demandeurs de liberté d'expression sous toutes les formes possibles, que ce soit musicale avec leur corps, leur façon de s'habiller, de parler, de penser, leur droit d'exprimer des opinions. Une chose est sûre, les enfants ne manquent pas d'imagination. Même sur les sujets sensibles qui font l'actualité, ils n'ont pas eu peur de faire passer leur message. Merci Guillaume pour ces infos et tout de suite place au débat. Un devoir de visite pour les pères, est-ce forcément nécessaire et surtout, est-ce la bonne solution? Séparation difficile, père pas impliqué ou danger aussi pour l'enfant? Les collectifs et les politiques en discutent en ce moment, tout comme nous, et c'est sur le Grand JT et c'est tout de suite.
Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Sarah Margueras, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice du collectif Les Mères Isolées. Merci d'être sur le plateau du Gros JT. Et puis Fanta Berreté, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée Renaissance et chargée de mission soutien aux familles monoparentales. Alors, Emmanuel Macron avait été interrogé sur les moyens pour venir en aide justement aux familles monoparentales, composées, je le rappelle quand même, à 82% par des femmes qui cumulent pas mal de difficultés, mais on va y revenir, notamment le logement et beaucoup de précarité. Et il dit, on a laissé les hommes s'exonérer de tous leurs devoirs de parentalité. Il doit y avoir non plus seulement un droit, mais un devoir de visite, un devoir de suivi d'éducation, de poursuite du projet parental au-delà du couple. J'aimerais une réaction toutes les deux. Fanta Berreté. Bah écoutez, moi je pense que le président de la République est dans son rôle, c'est-à-dire permettre à la société de débattre sur des sujets d'actualité. Donc je pense que vous le savez, il y a de nombreux travaux qui sont entrepris sur cette question de parents solo depuis 2 ans, j'ai envie de vous dire, des travaux de collègues, Philippe Brun, de sénatrices également, ce que moi je mène avec le sénateur Xavier Iacovelli, et en même temps, en parallèle, il y a toute cette question autour de la parentalité aussi, qui est un fil rouge qui est tiré depuis quelques mois par l'exécutif. Et donc, dans ce but-là, en fait, il y a des idées qui émergent sur la relation parent-enfant. Il y a quelques mois, on a eu la question des écrans. Donc, aujourd'hui, on a cette question, effectivement, de devoir de visite qui est lancée. Le président n'a pas parlé de projet de loi, de règlement, d'amendement, etc. Il a simplement posé, en fait, le sujet. Et depuis 2 semaines, effectivement, les différents acteurs, que ce soit les journalistes, mais également les collectifs et les sociologues, aussi un certain nombre de sociologues ont pris la parole, travaillent sur cette question, et ça permet finalement de voir quelles sont les positions des uns et des autres, les limites aussi à une telle proposition, et de savoir si c'est quelque chose qu'on va devoir tirer ou pas du tout. Instituer ou pas. Vous parlez du fil de la parentalité. Est-ce que c'est pas plutôt le fil de la famille qui est tiré ici, Sarah Margueras? Alors, on repositionne l'idée de la famille tout d'un coup avec un père et une mère. Oui, on repositionne l'idée de la famille. Alors nous, on est à la fois contente que le président de la République ait ouvert ce sujet, puisque nous, ça fait 4 ans qu'on réclame que la question de faire un état des lieux de la justice familiale française et du droit de la famille soit enfin ouverte. Donc on se félicite de ça. Après, sur cette question du droit ou devoir, je vais pouvoir peut-être développer un peu. Nous, il nous semble que la façon dont le président de la République l'a amenée, et la façon dont elle est amenée ces derniers mois aussi, quand on a parlé des émeutes, etc., pour nous, n'est pas la bonne. C'est-à-dire que nous, on pense que la société en est justement à un moment où il faudrait sortir du schéma patriarcal de la famille, dans laquelle il y a une maman, un papa, et dans laquelle il y aurait à tout prix besoin de la présence du père pour qu'un enfant se développe. On vient d'autoriser la PMA, de plus en plus d'enfants grandissent parce qu'ils sont élevés par des parents du même sexe, il y a de plus en plus de familles monoparentales, et il y a certaines familles monoparentales dans lesquelles, à la rigueur, il vaut mieux que le père ne soit pas là, pour des raisons de violence ou de maltraitance. Donc nous, on est très contente d'une chose, c'est que cette proposition permette de mettre enfin sur la table le fait que dans le droit de la famille actuel, il y a en effet une dissymétrie entre les droits et les devoirs. Il n'y a pas que nous qui le disons, beaucoup de chercheurs mettent ça en avant. Émilie Bilan-Curinier, notamment, dans tous ses ouvrages sur la justice familiale, montre ça, à savoir que dans le droit de la famille actuel, le parent gardien, donc dans 85% des cas, la mère a tous les devoirs, toutes les responsabilités, y compris le devoir de présenter son enfant un week-end sur 2 sous peine de sanctions pénales et même d'emprisonnement. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Tout à fait. C'était le délit de non-représentation d'enfant, article 227.5 du Code pénal. Ce qui donc, pardon, mais je me permets, un devoir donc de la mère et non pas un devoir du père. Et c'est toute la question qu'on pose aujourd'hui. Et ce qui est un devoir que la mère a aussi d'obliger son enfant à aller chez son père, même s'il ne le veut pas, sous peine. Donc, vous voyez, bon. En face, un droit de visite et d'hébergement que le père, donc dans la majorité des cas, exerce comme bon lui semble. Il vient, il ne vient pas. Or, j'interviens tout de suite parce que c'est, en fait, vous résumez aussi beaucoup de choses qui sont essentielles à ce débat aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il un devoir de la part de la mère? Parce qu'on parle de chiffres, 82%, je le rappelle, ce sont des mères. Donc pourquoi il y a un devoir de la part de la mère, d'une part, et un droit de la part du père, d'autre part?
Fanta Berrettez. Je pense qu'au moment de la séparation, il y a des droits et des devoirs pour les deux parents. Je vais rester d'ailleurs sur ces deux parents, le parent gardien et celui qui va recevoir l'enfant à un moment donné, selon ce que le tribunal aura décidé, ou selon l'accord. Maintenant, effectivement, les mères, en fait, sont plus souvent les gardiennes, en fait, des enfants. Et j'ai envie de vous dire, moi, en tant que parent solo, on en discutait tout à l'heure, en fait, la mère va exécuter tout ce qu'elle a à faire du début à la fin, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Effectivement, le père a le devoir, si jamais c'est la résultante, en tout cas, de ce qui a été notifié par le juge ou dans un accord amical de séparation, de venir à certains moments. Et il n'a pas le devoir, pardon, mais justement, c'est toute la nuance. Comment ? Il n'a pas le devoir. Il n'en a pas le devoir. En fait, il a le droit de pouvoir venir les voir. Et en fait, c'est ça qu'on remet en question. C'est-à-dire que là, en fait, on a une problématique. C'est-à-dire que lui, la femme va avoir tout un tas d'obligations par rapport à lui. J'ai envie de vous dire que, par exemple, votre enfant a besoin d'une opération chirurgicale, il va falloir recueillir l'avis du père. En cas de redoublement, il va falloir lui notifier. Donc, toute une succession d'éléments où elle va devoir se référer à quelqu'un qui, pour autant, de temps en temps, n'est pas du tout présent. Ou alors, cette fameuse scène qu'on connaît quand on discute avec des amis, c'est-à-dire ce week-end, X va devoir venir chercher son enfant et en fait, votre enfant reste avec son sac à dos et vous l'attendez et finalement, cette l'enfant scène l'attend. Exactement. Et cette scène se répète. Donc, dans la volonté de mettre le sujet au débat, encore une fois, comme le disait Aurélie, nous ne sommes pas dans les cas qui existent et qui sont connus de violences psychologiques ou physiques envers la mère ou envers l'enfant. On est sur la proportion donc de ces enfants en fait où il n'y a pas de problème connu, mais où le père finalement ne prend aucune des obligations. Et là, il faut remettre de l'équilibre dans la relation, parce que quand on parle des mamans solo, on parle souvent de ce fameux droit de répit. On parle souvent de ce droit quelque part à la déconnexion quelques heures. De se dire que son enfant est avec quelqu'un, un adulte responsable, et qu'on va pouvoir faire des choses. Mais vous dites beaucoup de choses importantes, excusez-moi de vous couper, Madame la députée, mais vous parlez de responsabilité, de quelques heures de répit, de ce moment où effectivement le père va devoir intervenir. Quand il est défaillant, et on ne peut pas faire l'économie de cela, on ne peut pas, surtout dans un projet en fait, de loi, ou en tout cas des mesures concrètes pour passer du droit au devoir de visite. Comment peut-on faire l'économie d'un parent qui serait défaillant, voire violent ? Comment peut-on faire l'économie ? J'ai envie de vous dire que la proposition du président ne concerne encore une fois pas tous les cas. C'est-à-dire que la question est posée, que le travail parlementaire peut-être commencera autour de ça, que tout ce qui est à l'heure actuelle débattu par les sociologues, par les collectifs, les associations, va être mis sur la table pour voir si jamais on a la possibilité de pouvoir le faire. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans 6 mois, dans 1 an. Je dis simplement que le débat permet de remettre aussi les pères plus souvent au centre aussi de ces discussions, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont défaillants, qui pourraient avoir finalement l'occasion d'interagir dans la vie de leur enfant de façon propre, j'ai envie de vous dire, sans violence, etc. Et que la question se pose et que quand effectivement il y a eu les émeutes, moi j'ai été très attristée que l'on mette le doigt sur ces mamans défaillantes, alors que parfois il y a des pères qui auraient pu être là, et je ne dis pas que ça ne se serait pas passé, que ces enfants, voilà, ça reste des ados, donc dans toute vie d'ado, on a des hauts et des bas, mais c'est vrai que seul pour une mère, en 2024, avec tout ce qu'il y a à gérer au niveau éducatif, l'État ne pourra pas tout faire. L'État est de bonne volonté. Depuis 2017, nous avons mis en place un certain nombre de mesures qui permettent d'alléger un tout petit peu les choses, au niveau surtout financier, parce qu'on a toujours agi au niveau financier. Et aujourd'hui, il y a des grandes questions qui se posent sur la responsabilité de l'un et de l'autre. Le couple se termine, effectivement, comme l'a dit le président de la République, mais par contre, le devoir, normalement, de parentalité, à condition que les choses soient réunies sans violence, doit perdurer. Une réaction, bien sûr, à ce qui vient d'être dit. Oui, je me permets d'intervenir. Je pense que il n'est pas possible de dire, en théorie, le président n'a prononcé ces paroles qu'en pensant aux pères qui, bien sûr, ne sont pas violents, maltraitants, parce que ce dont il ne tient pas compte en disant cela, c'est qu'à l'heure actuelle, des droits de visite et d'hébergement sont attribués par les juges aux affaires familiales aux pères
condamnés, même condamnés pour violence, pour maltraitance, y compris parfois dans les cas de féminicide, y compris dans les cas d'inceste. Parce qu'on fait prévaloir à l'heure actuelle, dans la justice aux affaires familiales, dans le Code civil, le devoir de maintenir à tout prix le lien parental sur le devoir de protéger l'enfant dans sa sécurité et sa moralité. Donc on ne peut pas faire une proposition comme ça sans, au préalable, organiser un vrai débat, organiser des vraies assises de la justice familiale dans laquelle on revoit les critères d'attribution des droits de visite et d'hébergement. Et à cette condition seulement, et si on donne aux juges aux affaires familiales, parce que nous n'avons rien contre les magistrats, nous ce qu'on voudrait c'est simplement que le Code civil arrête de faire prévaloir à tout prix le droit du père, l'autorité. Nous on voudrait que cette notion d'autorité devienne une notion de responsabilité. Dans la notion d'autorité, il y a l'idée qu'on exerce un pouvoir sur l'enfant et que l'enfant est un objet pour qui on prend les décisions. Nous, on voudrait parler de responsabilité parentale, on voudrait que les parents n'aient que des devoirs avec leurs enfants, que l'enfant soit enfin considéré comme une personne, un sujet de droit vulnérable et pas comme un objet de pouvoir. Donc on voudrait que tout ça soit mis sur la table lors de vraies assises de la justice familiale, où on fasse intervenir vraiment les professionnels compétents, de façon déjà à faire en sorte qu'il n'y ait plus autant de droits de visite et d'hébergement qui soient attribués à des hommes violents et maltraitants, et de donner aux juges aux affaires familiales les outils conceptuels mis au point par les chercheurs pour tenir compte des situations de violence, pas seulement physique, aussi du contrôle coercitif, aussi de la violence psychologique. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, là où cette proposition de devoir de visite nous a quand même semblé sur un aspect intéressant, c'est qu'il est vrai qu'à l'heure actuelle, un droit de visite qui n'est pas un devoir, mis entre les mains d'un individu instable et potentiellement, ça arrive aussi, malveillant, ça devient un instrument de nuisance. Ça devient quelqu'un qui oblige une femme à préparer l'enfant tous les week-ends et qui, à la dernière minute, annule, qui empêche une femme d'organiser des vacances et des week-ends. Qui peut maintenir l'emprise. Qui peut maintenir l'emprise et qui, par ailleurs, a toujours un pouvoir de décision équivalent. C'est-à-dire, donc, il est absent, il est malveillant, il est instable, mais on doit lui demander l'autorisation pour tout et il a le droit de s'opposer par principe juste pour embêter la mère à l'inscription à l'école, à un déménagement. C'est ça. Donc un pouvoir de nuisance à la fois sur la mère et sur l'enfant potentiel. Si on parle juste des pères défaillants, en quoi tout d'un coup modifier effectivement une loi ou en tout cas un décret, donc passer de droit de visite à un devoir de visite, rendrait le père moins défaillant? Nous n'y croyons pas et d'ailleurs nous sommes totalement contre l'idée que ce devoir soit assorti de sanctions pénales. Nous sommes contre la proposition du député républicain Thibault Bazin qui voulait mettre la peine équivalente, 15 000 €, 1 an d'emprisonnement. Nous sommes absolument contre l'idée que ce soit des sanctions pénales. La seule chose que nous voudrions, c'est qu'il y ait donc, quand il y a un homme apte, que le droit de visite soit un devoir de présence régulière, que la loi le force à s'astreindre à un minimum de régularité, et si jamais il ne l'exerce pas de façon régulière, que la mère ait la possibilité alors de demander qu'on lui retire un peu de son autorité parentale, soit une sanction civile, et qu'on lui enlève de son pouvoir de décision, et qu'elle retrouve la liberté de prendre les décisions pour son enfant en toute autonomie, au lieu de rendre des comptes à un individu absent. En fait, c'est améliorer le quotidien des femmes, voilà. Clairement. De 92% en fait, des familles monoparentales qui sont, encore une fois, tenues par des femmes. Exactement, là-dessus on est complètement en phase. Donc cette proposition de M. Bazin, moi, ne me satisfait pas. Je ne crois pas. En plus, je trouve ça quelque part malsain d'avoir à expliquer, parce que moi j'ai une fille qui a 20 ans, expliquer quelques années plus tard que parce que du coup il y a une amende, etc., que le père soit venu, je ne pense pas que ce soit bien. Mais est-ce que ce n'est pas pire? Je rejoins votre question, enfin votre remarque. Est-ce que ce n'est pas pire de dire à un enfant, ton père est venu parce que sinon il doit payer? Non. Effectivement, là-dessus, je suis d'accord. Il doit payer. Là où je suis en phase, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, les mamans solo ont trop d'obligations liées, en fait, à l'information d'une personne qui, peut-être, n'en a plus rien à faire de son enfant. Parce qu'on peut se dire les choses aussi. Et le fait, en fait, de pouvoir compiler toutes ces dates à laquelle la personne n'est pas venue chercher son enfant, de pouvoir aller chez qui de droit pour dire, en fait, il n'était pas là à telle date, il devait faire ça, il ne l'a pas fait, etc., etc. Et que c'était son devoir, et de dire, à contrario, du coup, sur certains droits qu'il a aujourd'hui, eh bien, on doit les minimiser au fur et à mesure. Moi, je travaillerais dans ce sens-là, dans le cadre, en fait, des travaux parlementaires, s'il devait y en avoir, ou si le texte de M. Bazin devait se retrouver en commission des affaires sociales et ensuite dans l'hémicycle. Ça, c'est important parce que ça remet un équilibre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous émouvoir, je pense, de la situation des
mamans solo, que quand il y a des émeutes ou que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Elles sont fidèles au poste 365 jours sur 365 jours. Le président lance un débat. Il y a plein de choses qui ressortent depuis 15 jours. Il faut se nourrir de tout ça. Et j'ai envie de vous dire que moi, je suis plutôt contente qu'il en ait parlé parce que ça permet aussi à un député comme M. Bazin de comprendre en fait que les collectifs, que les associatifs, qu'un certain nombre de sociologues ont pris position et disent c'est pas de cette manière qu'on va devoir forcément procéder. Bien sûr, et à nous tous de pouvoir comprendre effectivement quels sont les ressorts de cette complexité évidemment aujourd'hui. Mais la question qui se pose très clairement, c'est le système actuel qui permet donc à des pères qu'on dit abandonniques, qui donc sont dans l'abandon de leurs responsabilités, d'avoir leur mot à dire dans les décisions très importantes de la vie de tous les jours, et on le sait, qui sont souvent donc de l'ordre de la maman, de la mère, alors que la mère est donc, je le rappelle, soumise à un devoir, elle, de représentation de l'enfant. Et c'est le système égalitaire où je pose la question, sans donner mon avis, bien que je pose cette question. Pourquoi tout d'un coup, on a encore une fois ce devoir d'un côté et ce droit de l'autre? Mais je pense que le code civil, enfin ça, le juge Édouard Durand l'a rappelé sur France Inter récemment. D'abord, notre code civil, c'est quand même un héritage, c'est quand même le code napoléonien. Bien sûr, les articles sur l'autorité parentale conjointe datent de 1970, du moment où on a libéralisé le divorce, etc. Mais on a l'impression de quoi? On a l'impression que dans ce code civil, d'abord, sous couvert de garantir l'égalité parentale, on crée une énorme dissymétrie entre les droits et les devoirs. Et on a l'impression de quoi d'autre au niveau des pratiques judiciaires, qu'à partir du moment où on a autorisé aux femmes ce qui était considéré du coup dans les années 70 comme un privilège, à savoir enfin le droit de garder leur enfant. Parce qu'avant, pendant longtemps, les femmes non seulement n'avaient pas le droit de demander le divorce, mais il appartenait au père, au chef de famille, de leur dire si elles partaient, tu ne verras plus jamais tes enfants. Donc là, on leur a donné ce petit droit d'être gardiennes de leurs enfants après une séparation. Et on a l'impression qu'à partir du moment où on leur a donné ce droit, on leur a dit, bon bah, vous avez ça, vous n'aurez rien d'autre. Et par contre, le père, lui, aura le droit de ne pas payer la pension parce que le débit d'abandon de famille n'est pas du tout suffisamment sanctionné. Le père a le droit de venir ou pas. Et vous avez juste le droit de vous taire. On vous a déjà autorisé à rester avec vos enfants. Vous n'aurez pas d'autre droit à part celui-là. Le président a également parlé du devoir d'hébergement. Est-ce que réellement, alors déjà en quoi ça consiste, dans quelle situation, j'aimerais savoir, et surtout est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de se rendre chez l'un des parents qui refuse au départ de l'accueillir? Pas du tout, oui. Mais je ne pense pas. En fait, encore une fois, ce qu'il lance, c'est effectivement l'idée. C'est l'idée aussi que finalement, si jamais il y a, par exemple, une garde alternée, aujourd'hui, moi je reçois plein de courriers où il y a une garde alternée qui a été mise en place, où le père, en fait, ne récupère pas l'enfant pour tout un tas de raisons qui peuvent parfois se justifier, parce que, par exemple, quand vous êtes dans les grandes villes, vous pouvez atterrir dans un studio qui n'est pas équipé pour recevoir, par exemple, vous avez 2 jeunes filles, etc. Mais il y a tout un tas de situations où c'est simplement, où la personne est dans le déni et simplement elle n'exerce pas cette partie-là de l'engagement qu'elle devrait avoir. Et excusez-moi, c'est une famille monoparentale, une garde alternée? Comment? Sur la garde alternée, aujourd'hui, on a justement ce travail autour de la définition. Parce qu'effectivement, c'est une des missions, enfin, un des piliers de la mission qui m'a été confié avec le sénateur Xavier Iacovelli, c'est effectivement tomber d'accord sur la monoparentalité. Sur le terme monoparentalité, il y a eu une évolution depuis les années 70. Si vous écoutez, par exemple, la FAVEC qui est de la Fédération des veuves et des veuves de France, vont vous dire que les seules familles monoparentales, ce sont eux. Si jamais vous écoutez des gens comme moi ou comme le collectif, en fait, effectivement, même si pour moi, quand il y a une semaine et une semaine, les parents peuvent être isolés. On parle de parents isolés, pas de famille monoparentale. Donc les définitions INSEE, la définition des impôts, etc., en fait, elles sont complètement différentes. Donc un des préalables à la mission que nous avons, et nous faisons des auditions dans ce sens-là à l'heure actuelle, c'est de statuer sur la définition réelle. Autre chose très importante, on parle beaucoup du consentement aujourd'hui, notamment sur le harcèlement et les agressions, évidemment les viols sur mineurs. Mais là, la notion de consentement aussi agit pour l'enfant. Quid du consentement de l'enfant quand il s'agit de ce genre de situation où on demande à ce que l'enfant aille systématiquement chez son père? Mais c'est pour ça que nous réclamons de véritables assises de la justice familiale où on pose absolument tous les problèmes que pose à la fois le code civil, la lettre de la loi actuelle et les pratiques judiciaires. C'est qu'à l'heure actuelle, en pratique, aux affaires familiales, dans cette juridiction-là, les enfants ne sont jamais entendus avant minimum 9 ans. D'ailleurs, ça varie suivant les juridictions. Il n'y a pas d'uniformité nationale. Ça peut être 9, ça peut être 11, ça peut être 13. Ce qui est très, très problématique parce qu'un enfant, beaucoup plus tôt que ça, peut exprimer une réticence au fait d'aller chez son père.
à l'heure actuelle, la justice aux affaires familiales oblige sa mère à lui dire « si, vas-y, sinon je suis en faute pénalement ». C'est ça qui est... Est-ce que le vrai sujet, parce qu'on a très peu de temps, pardon, mais pour clôturer ce débat qui mériterait beaucoup plus de temps, évidemment, mais est-ce que c'est pas plutôt la notion de précarité, finalement, des femmes sur laquelle il faut travailler, et donc des familles monoparentales, bien que davantage sur la situation, effectivement, du devoir? De toute façon, les deux questions sont liées. Les deux questions sont liées, puisque... Quelques secondes pour que puisse... Oui, les deux questions sont liées, puisque de toute façon, sur la question de la violence et de la maltraitance, on sait que déjà, si on donnait un peu plus aux familles monoparentales les moyens de vivre une existence décente, on ferait déjà baisser le nombre de femmes et d'enfants victimes de violences, parce qu'elles pourraient partir plus facilement au premier signe alarmant. Et d'autre part, avec cette histoire de droit de visite qui n'est pas un devoir à l'heure actuelle, il y a aussi une violence économique qui se cache là-dessous, puisque la pension alimentaire est quand même calculée sur la base du fait qu'un homme verse une pension, à condition aussi qu'il prenne son enfant un week-end sur 2 la moitié des vacances. Quand il ne le fait pas, qui l'entretient dans l'intervalle? Donc on devrait systématiquement aussi augmenter la pension alimentaire quand un homme est absent. Fanta Berete. Effectivement, sur la pension alimentaire, mais tout comme sur un certain nombre d'éléments, on reste figé sur finalement des textes qui sont très anciens. Et nous n'avions pas les 25% de familles en situation de monoparentalité. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir l'ensemble. Je pense que les travaux des uns et des autres permettent justement de mettre les sujets au débat public, de sortir ces familles de l'invisibilité, pas parce qu'il y a eu des émeutes, mais parce que, en fait, c'est un sujet, comme il y a quelques années sur le MeToo, et vous voyez l'article du Monde, il y a encore à faire. Donc il faut que chacun s'en saisisse. Des assises, pourquoi pas, pour pouvoir effectivement statuer sur les droits et les devoirs des uns et des autres, sur aussi la position de l'enfant, parce que quand on parle de séparation, en fait, quand il n'y a pas d'enfant, j'ai envie de vous dire, les gens ne se revoient pas et ça pose aucun problème. Mais l'enfant doit rester au centre finalement tant qu'il est mineur, et j'ai envie de vous dire même quand il devient majeur, dans ses premières années de la vie, et donc nous devons retravailler sur cet ensemble. Et effectivement, pour moi, tous les sujets sont liés, c'est pour la raison pour laquelle dans cette mission, nous avons une question de la définition, de l'accès au droit, de l'emploi, parce qu'on est fragilisé, et d'autant plus quand on est une femme, quand on se sépare, du logement, qui vient crisper finalement, notamment en zone de ruralité ou en zone dans les grandes villes, en fait, le fait que les gens soient obligés de rester un certain nombre de mois ou d'années ensemble avant de se séparer physiquement, et toutes les questions autour, effectivement, de la fiscalité et des aides. Et de la revalorisation, évidemment, probablement des mesures financières, en tout cas de la pension alimentaire. Merci beaucoup à toutes les deux, Fanta Berete, députée Renaissance chargée de mission soutien aux familles monoparentales, et Sarah Margueraz, cofondatrice du collectif Les Mères Isolées. Merci à vous deux. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Jour dans la quotidienne, un ou une invitée et des chroniqueuses et des chroniqueurs. L'invité pour parler éducation sans langue de bois et surtout pour vous proposer des pistes de compréhension et d'action. Les chroniqueurs et les chroniqueuses pour échanger sur la littérature jeunesse, l'alimentation, le coaching, la pédagogie. À bientôt. De retour dans le Grand JT, j'accueille Karine Dijoux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà, vous êtes professeure certifiée de lettres classiques à Paris, vous êtes instagrammeuse et surtout l'auteur, il vient de ce livre que j'ai entre les mains, ce cahier des amoureux de la langue française paru chez Gallimard, 80 pages de jeu avec les parenthèses élémentaires. Pourquoi les parenthèses élémentaires? Pourquoi ce jeu de mots? Parce que forcément, je pense aux particules élémentaires. Absolument, c'est une allusion au roman de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires. Et comme c'était une parenthèse dans ma vie, je voulais garder cette idée de parenthèse. Alors, quel rôle pensez-vous que les réseaux sociaux comme Instagram, puisque vous cartonnez sur les réseaux, dans l'apprentissage et la promotion de la langue française chez les jeunes, jouent? Je pense que c'est très utile. Je peux le tester face à mes élèves. De temps en temps, j'utilise le contenu que je déploie sur Instagram au sein de mes cours. Et là, par exemple, le vendredi, j'aime bien faire l'origine d'une expression. Et j'ai des élèves qui disent « Ah mais oui, ça, madame, vous l'avez traité hier sur Instagram ». Donc, c'est une manière plus ludique, en tout cas, d'amener la pédagogie.
Oui, vous parlez d'Instagram effectivement et cette idée voilà, de l'origine d'une expression, ou encore je reprends votre cahier Les Amoureux de la langue française où il y a 80 pages de jeu. On n'est pas évidemment dans une logique de leçon, de par cœur ou autre, mais on reprend effectivement, pourquoi pas l'accord du COD, pourquoi pas les adverbes, les sens figurés ou encore les origines latines des mots. J'ai essayé de remplir à peu près tout. Je ne suis pas forcément totalement arrivée, je dois avouer. Enfin, globalement, ça va. Mais est-ce que c'est par le jeu qu'on peut réussir à intéresser les plus jeunes à la littérature, ou en tout cas aux lettres ? Je pense les élèves sont en attente de cela. Il ne faut pas non plus que ce soit du jeu à tout prix, parce que dans ces cas-là, c'est trop artificiel. Mais quand on fait des tests, par exemple, le premier exercice de ce cahier, c'est deviner l'origine d'un prénom. Il vient d'un mot latin, par exemple le prénom Paul. Que signifie-t-il? Et donc, il y avait trois catégories. Est-ce que ça veut dire petit, intelligent ou disons, généreux? Et là, j'ai vu les élèves, même ceux qui ne font pas latin, ont leur intuition qui joue et puis ils se disent Paul ça veut dire petit, et en effet ils sont contents de réussir à trouver la bonne réponse en faisant jouer leur bon sens aussi. Alors pour le coup, vous prenez exactement l'exemple sur lequel je voulais rebondir, parce que j'ai senti une petite frustration. Je me suis dit ok, je réponds effectivement en effet à la première question sur Paul qui veut dire petit, mais je me suis dit mais en fait quel est l'intérêt de savoir ça? Qu'est-ce qui m'amènerait à mieux peut-être rédiger, écrire ou mieux comprendre les textes? Et ça ne se figure pas sur le cahier. Alors ça, c'est vraiment de la culture générale, et là, on est dans le jeu, c'est juste de la curiosité et savoir pourquoi ce prénom existe et d'où il vient. En revanche, dans le cahier, il y a des choses qui sont plus utiles dans la vie quotidienne. Par exemple, il y a des emails ou courriels qui sont fautifs et il faut trouver quelle est la bonne formulation à utiliser. Ça, c'est beaucoup plus facile à utiliser. De même, tout ce qui est, comme vous l'avez dit, l'accord du participe passé avec le COD placé avant l'auxiliaire avoir, dès qu'on le maîtrise, on se démarque. Alors pourquoi vous dites fautif par exemple pour un email et non pas erroné? Pourquoi vous parlez de fautif comme si l'email en question était responsable lui-même de la faute? Oui, fautif, c'est pas forcément le terme à valoriser en effet, surtout quand on est prof. D'ailleurs, on ne doit pas dire faute d'orthographe, on doit dire erreur. Donc c'est plutôt un texte, c'est parce qu'il y a un terme général dans l'édition où on dit texte fautif, où il faut trouver les fautes. Mais en effet, on peut dire erroné, c'est tout à fait adéquat. Non, mais je posais la question, non pas pour vous mettre en erreur, mais pour moi avoir effectivement la bonne allocution. Quand on voit nuance de nuance en scène ou forte recommandation, est-ce une façon de pouvoir aussi, eh bien évidemment, réétudier les classiques, par exemple le mode impératif qui est souvent mal employé, ou très souvent on va mettre un S au verbe du premier groupe comme chante ou autre? Oui, c'était vraiment l'objectif et c'est vrai que c'est une question qui revient. Hier, j'ai enregistré des vidéos pour mon compte Instagram et j'ai justement parlé de l'impératif parce qu'une personne qui pourtant m'a écrit un message bien écrit, bien rédigé, me disait « Je me trompe toujours à l'impératif deuxième personne du singulier. Est-ce que vous pouvez nous donner des astuces ?» Donc le fait d'avoir un exercice, de pouvoir voir quelles sont les erreurs qu'on commet et ensuite les cibler, ça permet de s'améliorer. Vous parlez beaucoup des anagrammes. Pourquoi ? Les anagrammes, parce qu'on était dans le jeu. C'est pas forcément quelque chose que je déploie le plus, aussi bien dans mes cours que dans la vie quotidienne, mais je trouvais que dans le jeu, c'était amusant. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui veulent s'intéresser évidemment au français et surtout s'améliorer? Je leur dirais, alors, le conseil qu'on m'a toujours donné, c'était de lire, mais en réalité, ce n'est pas forcément le bon conseil, parce qu'il y a des gens qui lisent énormément et qui, malgré tout, font des erreurs. Pour moi, il faut s'amuser, voir ça un peu comme un jeu, mais dans son quotidien, réussir à se donner des petits défis avec la langue française. Par exemple, se dire ce mot, je ne le connaissais pas, je vais l'intégrer dans mon vocabulaire en l'utilisant dans les 24 heures. Il faut aussi, dès qu'on trouve une tournure un peu étrange, avoir la curiosité d'aller chercher ou de m'écrire, parce que je vois que de plus en plus, j'ai des dizaines, voire des centaines de messages par jour sur Instagram de personnes qui se sont posées une question et qui me la posent, et ensuite, j'essaie de répondre au plus grand nombre, donc j'en fais une vidéo. Qu'est-ce qui vous plaît dans le plaisir de bien, manier la langue française ?
c'est ce côté maîtrise qui me plaît beaucoup, mais également le fait que c'est la langue française qui nous fédère le plus. On dit souvent que c'est l'appartenance à une langue qui fédère bien plus que l'appartenance à un pays. Et ça fait énormément réagir. C'est un sujet qui va parfois créer des complexes, c'est vrai, parce que la langue française est très compliquée, mais ça va créer une espèce d'engouement et un côté fédérateur qui me plaît beaucoup. Vous êtes défenseur de la francophonie à travers le monde, vous en parlez avec vos élèves ? Oui, la francophonie, je trouve qu'il faut vraiment le mettre en avant. Et d'ailleurs, dans la Cité internationale de la langue française, il y a tout un parcours où la francophonie est mise à l'honneur. Et ça m'a plu. Et d'ailleurs, j'ai une attitude assez pondérée, c'est-à-dire que je suis pour certains anglicismes qui peuvent apporter des choses en français. Donc il ne faut pas remplacer des termes français, mais parfois ça nous apporte quelque chose en plus, ou d'autres apports de l'étranger qui nous prouvent que c'est une langue vivante. Chaque année, évidemment, le dictionnaire, le petit Robert ou autres est édités. Est-ce que vous avez, en parlant d'anglicisme, des mots qui sont rentrés donc, du coup, dans le vocabulaire français et qui vous choquent ? Alors, qui me choque, je réfléchis. Moi, c'est plutôt les tics de langage et les erreurs qui viennent d'un anglicisme. Mais est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent particulièrement ? Ah oui, par exemple, le ASAP. Le as soon as possible. Désolée, j'ai pas un bon accent. J'ai fait allemand première langue, mais en tout cas, ça, il me dérange beaucoup ce ASAP. Je trouve que c'est un ton très impérieux. Et quand quelqu'un m'écrit en disant bah, « je vous réponds ASAP », je trouve ça très désagréable. Sauf que le ASAP ou le TKT qui veut dire t'inquiète, c'est souvent un langage qui est comme ça, très familial, qui est utilisé soit avec des amis, soit avec la famille, qui, je comprends, peut être désagréable, mais c'est pas une langue utilisée, soit à l'écrit, soit à l'oral, dans un contexte soit professionnel, soit scolaire. Ah si, je pense. En tout cas, moi, c'est une personne qui est haut placée, qui veut me rencontrer pour éventuellement me proposer un poste, d'après ce que j'ai compris, et qui est très formelle dans sa manière de parler, et qui a quand même utilisé le ASAP. Et je sais que c'est très utilisé dans les emails professionnels. Le TKT, le t'inquiète, ça je sais qu'en effet, c'est réservé aux textos familiaux. D'accord, oui, donc effectivement, c'est plus l'interjection qui vous dérange. Les anglicismes qui sont rentrés dans le vocabulaire français, beaucoup moins. Ça ne vous choque pas? J'essaie toujours de trouver des synonymes parce qu'à partir du moment où il y avait un joli mot français qui était présent, je ne vois pas pourquoi on devrait l'utiliser. Et une fois de plus, c'est le langage de l'entreprise. Quand on dit ça, c'est un vrai challenge, ben non, c'est un défi. J'ai un call, ben non, j'ai un appel. Pourquoi est-ce qu'on est obligé à chaque fois de mettre des mots anglais pour avoir l'air plus cool? Justement, j'utilise un mot anglais pour le dire, alors qu'il y a des équivalents. En revanche, par exemple, le mot week-end, je l'ai totalement intégré et dire bonne fin de semaine, pour moi, ça n'a pas le même sens. Quel est l'impact de vos publications Instagram sur à la fois vos élèves, avec qui vous êtes au quotidien, mais aussi sur tous les jeunes qui vous suivent sur les réseaux ? Je trouve que ça a des répercussions très positives parce que là aussi, il y a cette espèce d'engouement et de côté fédérateur qui me plaît beaucoup et surtout, ça fait réagir. Souvent, je vois que c'est très familial. Il y a des gens qui me disent « moi, ton compte Instagram, je l'ai conseillé à mes fils, à ma cousine, etc. » Et ensuite, au sein des réunions familiales, ils se posent des questions entre eux, ils sont parfois en désaccord et ils me demandent de trancher. Donc ce que j'aime, c'est le fait de se retrouver autour de la langue française. Et pour mes élèves, c'est la même chose. Je sais que ça les fait réagir et qu'ils ont envie, eux aussi, d'intégrer ces mots rares, ces mots à sauver que j'aime présenter sur Instagram. Merci beaucoup Karine Nijou d'avoir été avec nous sur ce grand JT. Vous êtes professeure certifiée de lettres classiques à Paris, Instagrammeuse, ça se dit comme ça. Donc vous avez un compte Instagram qui s'appelle Les Parenthèses élémentaires et autrice donc de ce cahier, le cahier des amoureux de la langue française, paru chez Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Karine. On va retrouver tout de suite Guillaume Buan pour sa chronique. Guillaume, en ce lundi, lumière sur un phénomène qui prend de l'ampleur en France. Il y a de plus en plus de tanguis, selon la Fondation Abbé Pierre. Et on va déjà revenir sur cette définition. Le terme tanguy, qui vient du film du même nom d'Étienne Châtillier, sorti au cinéma en 2001. Une comédie qui raconte donc l'histoire de Tanguy, un enseignant diplômé de Sciences Po, de l'ENS, qui prépare une thèse. Et à 28 ans, il a surtout une particularité, c'est qu'il n'a pas quitté le nid familial. Et face à cette situation, ses parents vont faire de son existence un enfer pour le forcer à quitter leur luxueux appartement. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle donc de Tanguy. Un film très drôle que je recommande. Mais alors la réalité du terrain, c'est quoi le constat de la Fondation ? Alors, nous avons près de 5 millions d'adultes qui vivaient chez leurs parents en 2020.
Un chiffre en augmentation de 5% en 7 ans. Ça représente 250 000 adultes de plus. En majorité, il s'agit de jeunes âgés de 18 à 24 ans. Là aussi, une forte hausse, près de 14%. Ils sont issus là du baby-boom de l'an 2000. Ils arrivent donc petit à petit à l'âge adulte. Et ce sont beaucoup d'étudiants en stage ou encore en formation. Là aussi, du côté des 25-34 ans, il y a une augmentation à près de 3,6%, tandis que chez les plus de 35 ans, là on régresse, moins 20%. D'après cette étude, les Tanguys sont majoritairement des hommes d'ailleurs. Près de 3 millions sont hébergés donc chez leurs parents, contre un peu plus de 2 millions de femmes. Écoutez d'ailleurs à ce propos Christophe Robert, il est délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il était au micro de nos confrères de RMC. Le phénomène a augmenté entre 2013 et 2020, c'est la date des 2 dernières enquêtes. Et surtout, vous trouvez 1,3 million de personnes qui sont en emploi. Mais en fait, ils ont des salaires insuffisants, les loyers sont trop chers, et donc, ils restent durablement chez leurs parents avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la promiscuité, la première mise en couple, le fait de prendre son envol. Donc, on est là face à un gros symptôme de la crise du logement, parce que l'hébergement dans la famille, l'hébergement chez des tiers, c'est un amortisseur de crise. Quand on n'a pas d'autres solutions, on reste. Et l'étude, elle s'appuie entre autres sur la dernière enquête nationale du logement de 2020. Alors pourquoi un retour justement chez leurs parents? Plutôt pourquoi restent-ils chez leurs parents? On a eu un petit début de réponse. Pour la plupart, il s'agit donc d'étudiants, il s'agit aussi de jeunes travailleurs. Mais la question du logement est pointée du doigt par Christophe Robert, une nouvelle fois. Dans les grandes villes, dans les villes moyennes, il manque de logements. On le sait depuis des années. Or, qu'est-ce qui se passe depuis 7-8 ans? Parce qu'il y a eu une insuffisante accompagnement des acteurs du logement pour pousser les maires à construire, pour donner des moyens financiers aux bailleurs sociaux pour construire. Et donc, on assiste à une baisse considérable du nombre de logements en France. On construit moins aujourd'hui, chaque année un peu plus. C'est vrai aussi dans le logement social. En 2016, on construisait 125 000 logements sociaux. L'année dernière, c'était 80 000. Donc déjà, il va falloir augmenter le nombre de logements. Et pour faire face justement à cette crise du logement, Christophe Robert appelle le gouvernement à mettre en place un soutien pour ces personnes qui ont des petites ressources ou pour celles et ceux qui travaillent mais qui ne peuvent tout simplement pas se loger. Écoutez. Il y a les APL normalement qui sont faits pour ça, mais elles ont fait aussi l'objet de fortes économies depuis des années. Et puis effectivement, le fait de pouvoir élargir la garantie visale pour ceux qui ne peuvent pas, vous savez, cette garantie que demandent les propriétaires, il y a des personnes qui ne peuvent pas la porter. Et puis il y a quand même un phénomène qui traduit cette étude, c'est les étudiants. Il y a des étudiants pour lesquels rester chez leurs parents c'est plutôt confortable, mais il y en a pour beaucoup où c'est très difficile. Quand vous êtes en conflit avec vos parents, ou quand vos parents sont pas dans le pays, ou quand il y a plein de situations diverses, comment on fait? Et c'est là où il manque de logements étudiants, de foyers de jeunes travailleurs et de solutions alternatives pour ceux qui ne peuvent pas se faire aider par leurs proches, leurs amis ou la famille. Alors qu'en pensent les jeunes, Guillaume? Je vous propose d'écouter justement 3 témoignages qui ont été recueillis cette fois-ci par RMC. C'est Caroline Philippe, entre autres, qui les a recueillis pour nous. Tout d'abord, Lou et Marie, elles ont 20 ans, elles sont chez les parents et elles en profitent. Je me suis jamais vraiment posé la question de partir en réalité. Je préfère rester chez moi dans mon environnement familial. Et puis aussi, je suis blanchie, nourrie, logée gratuitement, donc c'est aussi avantageux. Alors, on a également Lilou. Elle a goûté à Erasmus. Vous savez, l'idée de pouvoir partir dans un pays européen. Ça lui a plu. Elle s'est donc posé la question de partir. J'en ai rêvé, carrément. J'en ai rêvé que j'étais sur le bon coin et je regardais. C'est vrai que parfois, les périodes où ça va pas trop, je pense, avec les parents, c'est ça. On se dit, est-ce que c'est pas le moment pour... Et puis le dernier témoignage, cette fois-ci, c'est un retour à la maison, celui de Cyril. Un peu plus difficile avec des problèmes financiers, donc il a fait marche arrière. Ouais, ça fait quand même bizarre. On a l'impression quand même d'avoir un petit retour en arrière de sa vie, quoi. Pour payer mon logement, j'avais un travail. C'était compliqué de cumuler études et travail en même temps. Et vous, quand est-ce que vous êtes parti de chez vos parents? Je suis partie assez tôt, moi. Enfin non, assez tôt, c'est pas vrai en plus. J'ai fait mon école de journalisme, mais après je suis partie. Mais donc pas Tanguy? Non, j'ai pas été Tanguy, non. Mais je comprends pourquoi, effectivement, le fameux Cyril qui est interrogé dit que c'est difficile. Parce qu'il est revenu pour de mauvaises raisons. Oui, tout pour des difficultés financières que rencontrent beaucoup trop d'étudiants, bien évidemment. Merci beaucoup, Guillaume. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Charlotte Gassiot. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bien, personne ne me pose jamais la question. Alors, tu es comédienne, le grand public te suit notamment à la télévision depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On t'a vu dans d'énormes succès comme la série Sam ou Demain nous appartient. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'une association, Action Enfance.
Donc c'est une association qui vient en aide aux enfants en danger. Elle les accueille au sein de villages d'enfants et leur apporte des repères pour aider à se construire. Exactement. Et puis la particularité aussi d'Action Enfance, c'est de placer les enfants en fratrie aussi, que les fratries puissent rester ensemble. Et devenir aussi des adultes autonomes. Exactement. Et puis pour la 7e année consécutive, Action Enfance organise Action Enfance fait son cinéma. Alors de quoi s'agit-il? Alors c'est 4 écoles de cinéma, des étudiants d'écoles de cinéma qui proposent des scénarios à faire réaliser par les enfants et pour les enfants. Donc les 15 maisons vont chacune réaliser un film qui sera projeté au Grand Rex au bout de 6 mois, je crois. Avec la participation de plusieurs personnalités dont tu fais partie? Alors cette année, j'ai pas pu en être malheureusement, mais j'y serai l'année prochaine, j'espère. Mais oui, il y a effectivement plein de personnalités qui participent au film. Ça fait partie de leur défi d'essayer d'avoir un acteur ou une actrice professionnelle dans leur film. Au final, il y a déjà eu 15 courts-métrages de diffusés. Ouais, du coup... Il y a eu Gilles Alma, Guillaume de Tonquédec aussi. Exactement. Moi, j'ai vu... si, Gilles Alma, je l'ai vu le film avec lui. Non, mais c'est vraiment, ça fait des jolis films, ça fait des jolis courts-métrages. C'est l'occasion pour les enfants de découvrir les métiers du cinéma aussi, et dans les coulisses, et derrière la caméra et devant. De se trouver, quoi. Voilà, de se trouver. Et puis aussi pour les étudiants de se confronter à quelque chose d'assez inhabituel, de faire travailler des enfants qui ne sont pas encore dans le monde du travail, du cinéma en tout cas. Est-ce que toi, tu as d'autres projets dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, là, on tourne la prochaine saison de Sam. Donc, c'est la saison 8. Et quand même, exactement, quand même, qui se passe à l'école aussi. Et puis, je viens de terminer un épisode de la saison 5 d'Astrid et Raphaël. Donc, c'est pour bientôt. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va faire un petit flashback. Déjà, où est-ce que tu es née ? À Paris. Je suis une pure parisienne. Toute ton enfance Toute mon enfance à Paris, ouais. Est-ce que tu gardes des bons souvenirs de ton enfance ? Ouais, j'ai eu une enfance plutôt chouette. Une enfance heureuse, tu dirais ? Ouais, une enfance assez heureuse, des parents gentils. Un frère ? Un frère, mais que j'ai eu... on a 9 ans d'écart avec mon frère. Ah oui, donc t'as grandi en enfant unique. Ouais, j'ai grandi un peu comme une enfant unique, ouais. Mais qui réclamait son petit frère pendant très très longtemps, donc j'étais ravie quand il est arrivé. Et quand il est arrivé, vous avez tout de suite eu une relation fusionnelle. T'étais contente qu'il arrive. T'as deuxième maman. Ouais, alors ma mère faisait attention à ce qu'on me dise pas trop deuxième maman, donc elle me laissait pas trop non plus. J'étais pas la babysitter. Je m'occupais trop de lui, mais j'étais vraiment dans un truc de douceur, de tendresse, de câlin. Mon petit frère, il est arrivé au moment où mes parents se séparaient, donc il y avait un truc aussi de... Il faut qu'il n'arrive rien à cet enfant, qu'il soit dans du coton. Pour lui, ouais, exactement. Donc il y a quelque chose de... On a overprotégé mon père toutes les deux, genre, il n'a que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Il ne ressent rien de négatif. Et du coup, ça fait de lui un adulte bien dans ses baskets ? Ouais, avec autant d'amour. Super, ouais, vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes encore complices ? Ouais, très complices. On travaille même ensemble. Il est régisseur. Ah bon ? Et ça fait 2 saisons qu'il est avec moi sur Sam. Je suis trop contente. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Charlotte Gassio, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce que cet événement, au final, dépasse vos espérances ? Aujourd'hui, oui. En fait, quand on a démarré ce salon il y a 10 ans, je dirais que l'alternance n'avait pas l'aura et l'importance qu'elle a aujourd'hui. Donc on a finalement profité de cette croissance de cette activité. Et à nouveau, le lien entre école et entreprise, et quand on est sur ce salon-là, et j'espère que beaucoup d'entre vous y seront, est évident, et on voit bien qu'il y a une volonté très importante des entrepreneurs de tendre la main à des jeunes pour leur proposer des contrats d'alternance. Et je voudrais rappeler aussi quelque chose, c'est que l'objectif pour un entrepreneur de recruter un alternant, c'est pas simplement de lui faire 2 ans d'alternance, mais c'est aussi en bout de course de le recruter. Retour à la dimension politique de votre livre, il y a un petit côté « Dis-moi comment tu élèves tes enfants, je te dirai quelle société tu construis ». Vous revenez notamment sur l'Allemagne des années 30, avec l'influence terrifiante, avec le recul, d'un ouvrage qui peut-être a fait le lit du nazisme. Oui, alors en tout cas, il y a contribué et il dit beaucoup sur Après, la société nazie. nazie. Oui, voilà. Il dit beaucoup sur la société nazie. Il sort en 1934, c'est ça ?
Oui, en 1934, et il se vend à plusieurs millions d'exemplaires, et bien après la guerre. Parce qu'on le considère finalement, après la guerre, on ne se dit pas que c'est un ouvrage nazi, en fait. Il fait partie de cette culture qui a vu émerger le nazisme. Et dans cet ouvrage, Johanna Harrer, qui était médecin, explique que lorsqu'on donne des soins à l'enfant, au jeune enfant, au bébé, il ne faut absolument pas le regarder ni le toucher, et en fait avoir le plus de distance possible avec lui. Et je trouve que c'est assez effroyable. Et là, depuis, on a un demi-siècle de recherche, et notamment les 20 dernières années, avec tous les progrès des sciences cognitives, l'étude du cerveau, sur le lien d'attachement, qui montrent à quel point on fabrique une des sociétés terrifiantes comme ça. Ah bah oui, absolument, absolument. Est-ce que ce sont justement deux générations qui aujourd'hui savent se parler? Vous avez parlé de cette nouvelle génération qui, pas tous, mais de plus en plus, ne considère plus le CDI comme le Graal, a de plus en plus envie de monter son entreprise, avoir un impact, être en quête de sens dans son métier. Comment vous voyez ces deux générations, peut-être la vôtre et celle de vos parents, échanger au sein d'une entreprise dans le cadre professionnel? Alors parfois c'est extrêmement fluide, parfois c'est extrêmement compliqué. Le rapport de ces deux générations, vraiment ça dépend de la sensibilité des uns et des autres et du niveau d'engagement. Alors on organise en effet notre forum. Alors la relation se fait très facilement au sein du Forum Ambition Transition, parce que justement c'est des entreprises qui sont vraiment dans une démarche très sincère soit elles sont en train de pivoter au niveau du business model, de leur modèle économique pour le mettre en adéquation vis-à-vis de ces enjeux-là. Donc il y a vraiment une démarche qui facilite l'accueil de personnes engagées et de valoriser leurs idées, leurs compétences et tout ce qu'elles ont à proposer. Et puis à côté de ça, il y a aussi les enjeux qui sont liés, et ça sort un petit peu là du scope d'Ambition Transition, mais c'est de transformer les entreprises de l'intérieur. Et là aussi, les étudiants qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ont un rôle à jouer. Certains, ceux qui ont envie de le faire, parce que certains vont pas avoir envie de le faire, ils vont avoir envie de proposer vraiment déjà des solutions ou des produits, des choses qui sont déjà dans une projection d'un nouveau modèle. Par contre, en effet, il y en a qui ont le courage, qui ont l'appétence, qui ont envie d'accompagner des entreprises en interne. Et là, ça se fait de manière plus ou moins facile. Alors, moi, dans une partie de mes activités, alors là, professionnelles, parce qu'Ambition Transition, c'est du bénévolat, comme toutes les autres personnes qui sont embarquées dans cette association. Je fais de la sensibilisation en entreprise. Et ça se fait plus ou moins facilement, c'est-à-dire qu'on va proposer des ateliers de sensibilisation pour embarquer les dirigeants, les collaborateurs dans une conscience de ce qui est en train de se passer et leur donner des clés de réflexion, un début de réflexion sur ce qui pourrait se mettre en place au sein de l'entreprise. Qui sont organisés. Demander à un élève de 14 ans quel métier tu veux faire. Il ne faut pas lui demander. Ce qu'il faut faire, c'est lui présenter les métiers. Lui présenter les différents métiers. Et en fait, là, il est testé en stage. Son opinion. Je vous donne un exemple très concret. Je suis originaire de la branche de la chimie. Nous organisons en Ile-de-France tous les ans ce qu'on appelle le village de la chimie. On reçoit 10 000 jeunes des collèges pendant 2 jours. Et je suis chaque année émerveillé de voir les jeunes finalement voir un secteur d'activité, la chimie, qui n'est pas forcément une bonne image, au travers de la pollution, de tout ça. Voir que la chimie, finalement, est au cœur de toutes les industries qui existent. D'ailleurs, à une époque, le slogan, c'était l'industrie de l'industrie. Et en réalité, quand les jeunes arrivent et qu'ils voient les entreprises, qu'il y a des entreprises aussi qui leur présentent des... je vais vous donner un exemple très concret, la police scientifique. Voilà. Pour être à la police scientifique aujourd'hui, il faut des compétences en chimie, en biologie, et donc les jeunes le découvrent. Donc je ne pense pas que ça soit aux jeunes à faire l'effort, mais plutôt aux entreprises et à nos organisations de rentrer dans le monde, de rentrer dans l'école finalement, non pas pour vendre nos entreprises, mais plutôt pour expliquer ce que sont les métiers. On vit dans un monde qui privilégie le spectaculaire, la rapidité, et vous dites, et vous martelez quasiment dans tout le bouquin, que même là, materner, c'est l'inverse. Il faut abandonner la flamboyance pour le banal, le geste, le petit progrès. Exactement. Et oui, quand on accouche, de toute façon, le soin, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, on revient dans un temps qu'on appelle horticole. Le temps horticole, qu'est-ce que c'est ? C'est le temps de la nature. Parce que le bébé se développe doucement et en même temps c'est intense. On peut avoir l'impression que c'est très intense et très long à la fois. Donc on a toute cette ambivalence de sentiments, et puis par cycle et par cap. Et donc ça prend du temps, tout ça est très long, parce que finalement
finalement, ce petit enfant, il doit réapprendre le monde, quelque part, en quelques années. Donc, c'est extrêmement rapide et long à la fois. Mais ça veut dire pour les mères aussi, mais pour les pères, c'est vrai qu'il faut accepter d'affronter un peu le rien, l'ennui dans une société qui, dites-vous, est, je vous cite, agitée, hyperactive. C'est pas simple non plus. Ah non, c'est pas simple du tout, parce que aujourd'hui, avant d'avoir un enfant, souvent on a une vie où on était complètement libre de nos mouvements, où on est habitué à l'instantanéité, tout va très vite, on est dans une culture de la performance, on ouvre notre téléphone, on peut se faire livrer un hamburger. Et là, il faut tout réapprendre en fait. Il faut tout réapprendre à un enfant. Et donc ça prend énormément de temps et ça peut être extrêmement déstabilisant. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont et Laura Girard et Emma Ferret. À la rédaction, très belle soirée à tous et on se retrouve demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.